Alors, bonjour tout le monde. C'est Daniel Di Stefano, président du Conseil jeunesse Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Moi, c'est Darlene Jean-Jacques du même Conseil jeunesse RDP Pot. Puis moi, c'est Audric Touahilgois du Conseil jeunesse d'Annecy-Cartierville. Alors, Darlene, qu'est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la participation jeunesse à la vie politique, spécifiquement la place des jeunes, l'engagement citoyen, des instances où tu as pu participer dans la politique. On va parler aussi de la désinformation et les médias, surtout les réseaux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont présents. Donc, voilà. On va commencer avec une petite question. La première question, c'est un peu une question pour s'introduire. C'est quoi ton loisir préféré, mais loisir culturel préféré? Je peux commencer? J'adore le cinéma. Le cinéma, incroyable. C'est une expérience, le cinéma. Ça te rapporte dans un monde spécial. Que t'es dans le cinéma, t'es dans cette salle noire, puis il y a tout le monde, des strangers avec toi, tu manges ton popcorn. C'est une expérience. C'est quelque chose d'unique au cinéma que aucun d'autre art peut te faire ce sentiment-là. Ben, moi, j'aimerais dire que c'est plus la musique. Donc, d'avoir cet espace créatif qui t'est offert dans ton intimité, que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de marcher, que tu sois dans la douche, n'importe où, tu peux avoir cette musique qui te fait vibrer, qui te fait danser, qui te fait te sentir comme si tu donnais un concert. Peut-être un bon concert, des fois peut-être pas, mais c'est vraiment cette intimité qui est liée à la musique, de savoir que tu peux l'écouter n'importe quand, puis être tout le temps lié à cet art qui te fait du bien, puis qui te relaxe, qui t'aide dans des moments difficiles. Donc voilà. Moi, c'est la musique et la littérature, parce qu'ils s'entrelient. Donc la musique, la majorité du temps, c'est les mots, les émotions que tu peux ressentir à travers les beats, la façon que la musique est enregistrée, l'inspiration derrière la musique. Donc un peu ce mélange-là, plus la même chose dans le monde de la littérature, parce que les mots, ça peut amener mille et une émotions. Donc un peu comme ça s'entrelie, mais j'adore la littérature en général, les classiques, la littérature ancienne, la musique, j'aime un peu tous les genres, à part comme le country un peu. C'est ça. Alors, penses-tu, Darlene, que la musique, dans la littérature, comme c'est inherently politique, puis on peut s'engager directement avec ces médiums d'art politiquement? Moi, je dirais que c'est bien sûr, parce que la musique et la littérature a tellement apporté de mouvements à travers les années, comme surtout la littérature. Je sais que on dit toujours que l'intelligence, l'intellectualité amène à la liberté, amène à plusieurs mouvements comme des indépendances, ça arrive à aider à informer les personnes. On sait que les plus grandes campagnes de propagande faites à travers plusieurs guerres dans le monde ont été faites à travers la littérature, à travers les mots, à travers la musique, la représentation des personnes. Donc, je dis que il y a toujours une façon de le lier politiquement. Puis, je dis que c'est très directement lié et encadré dans les visions politiques. Parfait. Si vous me permettez, moi, pour les films, je pense que les films, c'est quelque chose quand même intéressant parce que les films sont vraiment formés par les vues politiques puis le climat politique du temps où ils sont créés. Alors, on le voit maintenant, tout récemment, en date de la journée où on fait le podcast, le nouveau film de Mission Impossible est sorti. Puis ça parle beaucoup du AI, puis la complexité, puis la manière qu'on peut avoir la disinformation avec les réseaux sociaux, puis etc. Alors, ça touche vraiment au point. Mais si on retourne il y a 10 ans, puis on regarde un film qui a 10 ans, c'est vraiment par rapport aux affaires politiques de ce temps-là. Puis on fait la même chose avec toutes les autres décennies. Tu vas toujours trouver les problèmes politiques puis les sujets politiques du temps qui sont dans les films. Whether que c'est dans votre face ou c'est un peu plus subtle, tu vas le trouver. Le thème va être là, le thème politique va être là. Puis la situation puis le climat politique, ça a un gros impact sur comment les films sont faits puis les histoires que les screenwriters ils veulent nous dire puis les réalisateurs ils veulent nous dire. Ben, entièrement d'accord avec vous deux. C'est la musique est politique. En fait, pour moi, la musique, le cinéma, tout art est politique.
qu'on le veuille ou non. Donc moi, par exemple, pour ce qui est du côté cinéma, je pense que les œuvres politiques qui me parlent le plus, surtout dans les derniers temps, c'est un film qui s'appelle Mickey 17, donc qui va faire une critique du colonialisme, de la conquérance de l'espace, aussi des technologies dans le monde, des questions éthiques. On a aussi Dune 2 qui va un peu dans le même sens. Puis je pense aussi la musique est, selon moi, inhéremment un médium, surtout pour les communautés afrodescendantes, qui a tout le temps été un médium de s'émanciper, donc de trouver une certaine forme de libération dans les paroles, dans la musique, dans les genres qui ont été créés par les communautés afrodescendantes. Donc, entièrement d'accord avec ce que vous dites, parce qu'à la fin de la journée, toute œuvre d'art et politique, qu'elle le soit publiquement et très concrètement, mais qu'elle le soit aussi dans certaines façons, dans les choix des mots de l'auteur, dans les choix de cadence de musique, dans les choix d'édition, par exemple. Entièrement d'accord avec vous. Voilà. Ouais, comme un bon exemple de la musique aussi, c'est comme le halftime show de Kendrick Lamar cette année au Super Bowl. Comme c'était vraiment comme nail on the head, là. C'était vraiment politique, c'était vraiment in your face. Oui. C'était très bien fait. Il y en a qui l'ont détesté, puis je pense que parce qu'ils se sentaient un peu attaqués, mais c'était vraiment bien fait, puis c'était vraiment comme well done, puis vraiment bien pensé. Puis c'est Kendrick, alors il a ses prix là, pour sa littérature et son écriture. Puis aussi, par rapport à la musique, on sait très bien que ici au Québec, à travers les années, plusieurs mouvements politiques ont passé en gouvernance. Puis, il y a beaucoup de mouvements politiques, comment ils ont encouragé leur vue, comment leurs supporters ont encouragé leur vue et leur support. C'est à travers la musique, à travers l'art, à travers la littérature. Parce que nous, à l'école, on étudie beaucoup de bons auteurs québécois qui ont écrit beaucoup de livres, qui ont des grandes opinions politiques ou qui expressent la vie politique de ce temps-là spécifiquement. Comme par exemple Michel Tremblay, on a tous lu Michel Tremblay au moins une fois dans notre vie à l'école, par rapport, que ça soit secondaire, soit au cégep. Mais Michel Tremblay, lui, dans tous ses livres, il y aura toujours un peu une vue de la vie politique au moment qu'il écrit, qui était un peu au début du début du XXe siècle. Donc, c'est beau à voir. Maintenant, la question aussi que je peux vous demander, c'est que on parle beaucoup de... OK, on sait les moyens d'art, c'est de la politique. Hein? C'est une forme de faire de la politique. Mais est-ce que c'est de participer dans ces projets culturels, que ces œuvres d'art ou ces films ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une forme de participation politique ou non? Qu'est-ce qu'on pense? Moi, je dis c'est très subjectif parce que on peut dire que c'est une forme de participation politique si la personne, l'auteur de cette forme d'art-là, de cette forme d'art culturel, décide de spécifier eux-mêmes que c'est la manière dans laquelle ils vont expresser leur allégeance politique ou qui vont state une opinion spécifique à propos de leur allégeance politique. Mais aussi, faut pas confondre avec un auteur qui décide d'utiliser son art pour exprimer la réalité de vie causée par les politiques. Donc, s'ils veulent, ils veulent juste exprimer leur réalité de vie à ce moment-là, causée par un mouvement politique, des nouvelles lois, un gouvernement, quelque chose, ben, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une participation citoyenne spécifiquement liée à la politique, mais aussi ça se peut que ça soit juste l'utilisation de la liberté d'expression ou une façon de libérer certaines émotions. Mais aussi, encore dans la subjectivité, ça revient à une participation citoyenne d'une manière ou l'autre, parce qu'à la fin de la journée, ils libèrent cette forme d'art dans le monde, dans les médias, dans le monde. Donc, d'une façon ou l'autre, ça va atteindre la vie des autres personnes. Les autres personnes vont pouvoir voir ce point de vue-là. Puis ensuite, s'ils veulent s'alléger ou soit se dévier de cette vue-là, ben, ils vont pouvoir. Alors, c'est très, très subjectif, mais... Si vous me permettez de toucher sur le point, je trouve que ton point que c'est juste comme l'expression de son freedom d'expression, tout ça, je pense que c'est quand même une participation politique. Même si c'est pas son intention, comme on avait déjà dit, comme il y
il y a quelque chose qui l'inspire. Puis si c'est là pour critiquer un élu, une loi, un règlement ou un mouvement politique ou quoi que ce soit, c'est quand même une forme de participation politique, même si c'est pas de faire des protestes dans les rues ou faire être chef d'un parti politique, quoi que ce soit, c'est quand même une manière de participer dans le dialogue. Même si c'est pas conventionnel, de la manière qu'on le voit dans les études, quand tu fais des études de sciences politiques, il y a une liste, mais ça inclut jamais les études, ça inclut jamais les arts. It overlook, c'est toujours, ça regarde pas comme les arts, la musique ou quoi que ce soit. Puis on le voit toujours dans l'histoire, même aux États-Unis, avec la critique pour le civil rights, etc., que la musique était un mouvement très fort, c'est une force très forte qui était là pour apporter le changement. Alors c'est toujours une manière de participer politiquement, même si c'est pas avec cette intention-là. It is what it is. Même si tu voulais pas, you get roped in un peu. Ben, j'ajouterais même que ne pas y aller quand même une forme de protestation politique en quelque sorte, parce que ne pas y aller indique peut-être un certain désintérêt, mais aussi peut-être un manque d'accessibilité, de pouvoir aller voir cette œuvre culturelle-là, donc de démontrer que des personnes qui habitent un peu plus loin n'ont pas nécessairement les moyens de s'y rendre, ou même que l'œuvre en tant que telle coûte de l'argent pour y aller. Donc je dirais que même ne pas y aller est une forme de protestation plus ou moins silencieuse, qu'elle soit silencieuse ou pas, parce que si on fait une forme de boycottage, on n'y va pas à l'œuvre culturelle, mais on demande quand même qu'on ne veut pas y aller parce que X, Y, Z. Donc oui, entièrement d'accord encore une fois avec ce que vous dites, mais aussi rajouter le point que ne pas y aller peut être aussi une forme de participation politique, puis de démontrer soit notre désintérêt ou de démontrer des problèmes plus profonds que ça. Donc, par exemple, un exemple qui me vient à la tête, c'est Banksy qui fait si je m'excuserai si je prononce mal son nom, mais qui fait des œuvres généralement très anticapitalistes, très anti-système de l'Ouest, le système américain de capitalisme, puis de dominance politico-économique, peu importe comment on veut le décrire, mais que il fait des œuvres qui sont censées gratuites, mais qu'on se retrouve un musée ou une institution culturelle qui fait payer des gens pour voir ces œuvres-là. Je trouve ça quand même assez, disons, personnellement aberrant, mais aussi ne pas aller à cette présentation-là démontre qu'on est fidèle aux idées de l'artiste, on est fidèle à ses valeurs, on est fidèle à ce qu'il promeut dans ses idées, donc on ne va pas y aller. Donc voilà. Justement, je serais d'accord avec cet exemple-là, parce que moi-même, dans le passé, il y a eu plusieurs expositions de Banksy qui sont passées à Montréal, par chance, mais aussi un billet $25 pour une soirée. Ça me tente pas d'aller de donner de l'argent à une institution qui va présenter de l'art qui est supposé dénoncer cette forme de capitalisme-là, puis de dénoncer cette forme de consumerism, on va dire. Puis c'est comme... justement... Ouais, mais en jouant peut-être aussi l'avocat du diable sur mon propre point, on pourrait dire que ces institutions artistiques-là vont faire des tarifs justement pour pouvoir se financer, permettre à d'autres formes, à la culture de perdurer, puis de dire que, écoutez, on comprend bien que les valeurs de l'artiste ne rejoignent pas ce qu'on fait, mais on a besoin d'argent pour survivre dans un monde où la culture est souvent très mise de côté par les différents gouvernements et différents paliers de gouvernance. Donc je dirais aussi qu'il y a un petit peu deux côtés sur cette question-là. Mais voilà. Puis il y a aussi le fait que comme l'art est un peu comme en danger, on va dire, comme l'art visuel, là, les tableaux, tout ça, c'est un peu en danger avec, on le voit beaucoup en ligne avec les discussions, avec la rapidité, la manière que le AI est développé récemment dans les dernières années, qui pensent que c'est de créer de l'art en utilisant du AI pour
créer ces œuvres-là, mais je me dis œuvres comme c'est pas des Puis œuvres, aussi- c'est juste un prompt que tu as écrit, puis ça applique des images, des créatures de quelqu'un d'autre. C'est comme, c'est l'expérience humaine, ça, de créer l'art. Puis on le voit comme vous avez dit, comme c'est très important de les supporter quand même si on tombe dans le problème un peu, puis on est un facteur du problème. Oui. On peut le voir aussi d'une autre manière qu'on supporte l'art de cette manière-là, puis on s'assure que les artistes sont capables de continuer à créer leurs arts, puis avoir un médium pour exposer leurs arts. Ouais. Ça, c'est avec le thread GI, comme je trouve, c'est très important. Puis j'étais allé à l'exposition Banksy, c'était vraiment beau. Là. Par rapport à ça, est-ce que vous pensez que maintenant, dans la nouvelle âge, avec la création, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de l'art, que ce soit la musique, des tableaux, des vidéos, des représentations, des films, vous pensez avec cette nouvelle âge d'utilisation de l'intelligence artificielle, ça peut être la façon dont la jeunesse ou les générations de maintenant, on va dire Gen Z, est en train de se réapproprier l'art et aussi leur participation citoyenne, parce qu'il y a beaucoup de membres de la génération Z ou de la jeunesse qui présentent des opinions culturelles ou des opinions politiques à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle, en faisant quoi, que ce soit des films, des memes, des vidéos, de la musique, quelque chose, on peut dire que... Absolument. Je trouve que c'est quand même un gros problème. Là. Puis comme ça tombe sur le fait aussi que il y a quelque chose de spécial aussi d'interagir avec comme la littérature classique, puis de créer vos propres pensées. Puis comme moi, je fais mon deuxième bac, alors j'ai lu les littératures de Locke plein de fois. J'ai lu les littératures de Hobbes, les classiques, le Platon, etc. Je les ai lus, j'ai interagi avec ces œuvres-là. Ce sont des œuvres très importantes pour comprendre la société où on vit, puis le milieu politique, etc. Mais ce sont des œuvres très importantes. Puis l'intelligence artificielle, ce que ça fait, c'est que ça les réduit, ça ne présente pas l'importance, ça ne te permet pas de penser. It removes the human experience, d'interagir avec ces classiques-là. Puis on le voit même avec, je trouve que le outlook que les jeunes ont maintenant envers la création de l'art. C'est de créer des films, puis comme on le voit que, mais je le vois tellement sur les discussions en ligne, puis ça me frustre que, un artiste a utilisé l'intelligence artificielle pour créer un film. Mais il n'a pas créé un film. Il a juste écrit quelque chose dans un ordi, puis l'ordi a juste généré des images. C'est pas de la créature, ça, c'est pas de créer de l'art. Ou même ChatGPT, tu demandes à ChatGPT d'écrire ton papier. T'as pas écrit ton papier. C'est pas tes pensées, t'as pas interagi avec le matériel, t'as pas fait tes propres recherches. C'est juste quelque chose qui était comme spit out par un ordi. Il n'y a rien de spécial, on n'ajoute rien à la société, puis ça nous nuise comme une société. Alors déjà que on voit beaucoup de problèmes avec les jeunes quand ça vient aux études, qu'ils lisent moins, qu'ils interagissent moins. Tu ajoutes le facteur que maintenant ils ont l'intelligence artificielle pour les aider, mais c'est pas vraiment pour les aider, ça les nuise tellement. Tout le monde le voit comme un outil, mais moi je le vois comme un arme, un épée that you've stabbed yourself with, puis tu continues à le faire à chaque fois. C'est même plus un double-edged sword, tu te fais le mal toi-même, puis you rob yourself, d'être capable d'apprendre plus, puis de juste devenir une personne plus complète. Mais c'est sûr justement qu'il y a beaucoup plus disons, des désavantages que d'avantages en ce moment d'utiliser l'intelligence artificielle. Puis je trouve ça quand même assez, disons, désolant de l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, surtout surtout au Québec, dans un milieu ou un monde dans lequel la jeunesse ne se sent pas du tout interpellée par la culture québécoise, que ce soit au niveau du culturel, disons, cinématographique, donc les films, les séries qui sont produites au Québec. Au niveau de la musique, peut-être, ça dépend des goûts musicaux. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra jamais, disons, régler, mais disons un manque d'appartenance à la culture québécoise de la part de la jeunesse, puis de voir cette plus grande prépondérance disons, des artistes, des artistes entre guillemets qui utilisent l'intelligence artificielle pour faciliter leur travail. Je trouve ça quand même assez, disons, désolant de voir qu'on leur donne autant d'importance, puis que quand, disons, un artiste va créer
personne va créer une œuvre en utilisant l'intelligence artificielle. Waouh, c'est révolutionnaire, écoutez ça. Puis un autre artiste qui a sorti un album en fin de semaine, ben, il va perdre cet espace-là qu'on aurait pu partager ses œuvres, partager son art. Donc voilà, peut-être aussi une certaine critique des médias qui vont très souvent dire oui, c'est mauvais l'IA, mais dès que l'IA crée, je sais pas moi, une émission de balado, on a déjà vu ça à certaines postes de radio que je nommerai pas, ou créer une émission de radio, disons, avec c'est vraiment wow, puis là on en parle pendant une segment de l'émission pendant au moins une bonne vingtaine de minutes, alors que la chroniqueuse culturelle en du perd du temps, on aurait pu parler disons, d'un balado qui est sorti sur la santé mentale, d'un film ou d'un artiste musical du Québec qui a sorti un album. Donc, voilà. Ouais, juste comme un petit side point, là. J'en connais tellement de monde, parce que moi, j'étudie en droit, puis je connais tellement de monde qui, pour se préparer pour leurs examens de droit, ils prennent leurs notes, ils le mettent dans ChatGPT, puis ça crée comme un podcast de leurs notes, puis ça rajoute comme du gossip pour la manière pour le digérer. Ça me fait tellement peur. Je suis comme... c'est toi qui vas être mon avocat dans le futur. Puis ça, c'est la manière que tu absorbes ton information. Puis au lieu de te créer tes propres manières d'apprendre puis d'étudier. Puis je le vois vraiment parce que, comme j'ai dit, je suis sur mon 2e bac. Alors, je suis un peu plus vieux des autres qui sont dans les cours avec moi. Puis je vois la différence où leur expérience universitaire, c'est avec l'intelligence artificielle à leur côté. Puis moi, c'était juste à la fin de mon 1er bac. Je me rappelle quand ChatGPT est sorti, là, et puis les professeurs ils capotaient, mais c'était juste à la fin du bac. Alors c'était jamais comme un outil que je respecte ou comme c'est pas un outil que je me dépends. J'étais toujours capable de faire mon travail. Alors je le vois la différence, puis je le vois la manière qu'on interagit avec l'intelligence artificielle, puis ça me fait penser comme la manière qu'on va interagir aussi avec la politique et tout ça. Comme ils n'ont pas des idées qui sont bien formées à cause de ça. C'est tellement half-baked parce que ils se trouvent pas eux-mêmes à penser. Puis ils pensent que le AI fait les pensées pour eux, mais c'est juste, ça donne à rien. Ça nous rend plus stupides, dans mon opinion. C'est juste pour le langage. Bon, d'un côté plus léger, on pourrait dire que l'intelligence artificielle par rapport à la participation citoyenne, maintenant, on voit beaucoup de... notre génération a beaucoup l'habitude de créer des memes qui sont plutôt des blagues ou une façon humoristique de donner des expressions d'opinion personnelle. Donc, on pourrait dire que, par exemple, il y a beaucoup de personnes, durant les dernières élections fédérales, des élections exceptionnelles, il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de memes pour partager de l'information à propos des élections elles-mêmes, mais aussi pour pouvoir partager leur opinion ou leur vue politique. Mais il y a beaucoup de memes qui sont créés avec l'intelligence artificielle. Moi, je vois comme... L'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est très subjectif aussi. Mais aussi, moi, je vois que en ce moment, nous, notre participation citoyenne, on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la mentalité de s'inclure puis participer dans la vie politique en ce moment parce qu'ils sont pas attirés à l'idée. Mais on voit que dernièrement, avec les élections et comment c'est très, très, très crucial à notre génération spécifiquement, on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour partager leurs opinions, pour partager de l'information, pour même promouvoir les élections. Ils ont fait des images, oui, il y en a qui c'était drôle, il y en a qui c'était pas drôle, c'est très subjectif, ça dépend de comment tu utilises les médias. Il y en a qui étaient offensifs ou qui partageaient de la propagande, mais aussi il y en a que c'était actuellement de la bonne information, puis il y en a que ça poussait les autres à aller voter. Parce que aussi, la participation citoyenne, c'est pas seulement participer dans les politiques, partager ton opinion, ou l'art, c'est aussi aller simplement voter, exercer ton droit de vote. Donc, ça encourageait beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'intention de voter à aller voter. Puis, ça a encouragé les personnes à faire leur propre recherche de leur côté à propos des candidats, des partis, du système politique en tant que tel. Donc, moi, je trouve que cette situation-là de intelligence artificielle, surtout comme dernièrement, comment notre génération l'utilise pour
un côté humoristique ou simplement partager de l'art d'opinion ou quelque chose qu'ils ont trouvé drôle. Je trouve que c'est important parce que faut qu'on va avec le fait que notre humour, notre opinion, notre sens personnel développe à travers les années et développe avec la technologie qui se met disponible à nous. Donc, si on a un outil qui peut nous pousser à partager notre côté humoristique, notre opinion personnelle, tout en l'utilisant de la bonne manière, bien sûr. Pas tout le monde a cette intention-là. La modération a bien meilleur goût. Exactement. Pas tout le monde a cette intention-là. Mais on sait très bien que si une personne a des bonnes intentions, tu peux faire quelque chose de bien avec, d'une façon ou l'autre. Alors. Ça revient à mon point un peu comme... que je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que je me rappelle du temps avant AI que le monde créait des memes, puis même dans les journaux, dans les années avant l'Internet, il y avait toujours les comics pour faire un critère politique visuel. Puis on les a encore. C'est pas très commun de lire le journal le matin, mais c'est encore dans le journal le matin. Et puis il y a encore des fameux comics, des comic drawers qui le font dans les bandes dessinées, etc. Alors, c'est vraiment comme... Je pense que vous avez comme un peu prouvé mon point que oui, on peut faire ces créatures-là, on peut faire l'engagement politique, puis on le fait avec des memes maintenant, c'est la manière de le faire. Puis il y en a sont hilarants, là. J'ai passé des heures, des fois, le Twitter est fantastique, il y a des journées où Twitter c'est hilarant. Mais ce qui arrive, c'est qu'on dépend trop sur l'intelligence artificielle pour même s'exprimer politiquement. Puis l'expression politique, ça vient de nous. C'est pas comme... Ça vient pas de outside, ça vient de nous, l'expression politique. C'est nos opinions, c'est notre expression de notre sentiment, de comment on se sent, si on est content, si on est fâché, on est désaccord du climat politique, puis de ce qui est offert à nous dans notre société. Le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour s'exprimer de cette manière-là, je trouve que c'est un peu comme cheap, dans le sens que ça nuise au point du fait de s'exprimer. Même si de créer des memes, comme je me rappelle, il y a dans l'élection fédérale aux États-Unis en 2016, il y a une décennie, je me rappelle bien que AI n'était pas comme un outil qu'on utilisait, puis le monde créait des memes. Moi, j'étais au secondaire, je créais des memes sur mon téléphone pendant mes heures de lunch, etc., puis je les partageais avec mes amis. Mais c'était cette expression-là politique qu'on faisait en créant ces memes-là que c'était spécial, je dirais. Que c'est un art qui est un peu perdu. Puis ça revient à mon point où j'ai dit comme on lit plus, puis tout ça, ça revient à ça. J'ai un point pour ça. Pour revenir à l'idée de la culture, de la politique, et la culture et la politique, on peut dire que nous, notre culture politique en tant que telle, est en train de se développer et comme s'adapter à notre génération spécifiquement. Est-ce qu'on pourrait dire que l'utilisation de soit l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les médias, films, musique, est-ce qu'on peut dire que l'utilisation de tout cela avec notre génération, c'est quelque chose qui est strictement culturel ou politique? Je dirais les deux. Ouais, c'est les deux. Puis ça revient au point qu'on avait fait au début, comme on peut pas en avoir un sans l'autre. Que la politique est toujours entravée dans la culture, puis la culture est toujours entravée dans la politique. They're so intertwined que tu peux pas en avoir un sans l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement la même chose. Si on peut parler du phénomène des refs, donc des références qu'on va avoir, ben, ils vont très souvent être utilisés en politique, mais il y a des moments, disons aussi, qui sont classés comme des moments culturels. Donc, par exemple, je donne une excellente rêve que j'aime beaucoup. Monique Jérôme Forger, je ne me rappelle plus en quelle année, avait participé à l'émission Enquête avec Marie-Mose Denis, puis on l'a demandé au propos, je pense, de la société, des trucs construction du Québec, enfin, peu importe les détails, mais elle avait dit c'est pas prestigieux. Donc, tu sais, elle avait dit que les gens à la SAC, qui est la société, je pense, de construction du Québec, si je ne me trompe pas, tu sais, c'est pas prestigieux. Donc, ce moment-là, il est à la fois politique, parce que c'est une personnalité politique, Madame Monique Jérôme Forger, puis à la fois culturel, parce que ça reflète
les idéaux culturels qu'on avait à cette époque-là, c'est diffusé dans un médium culturel qui est Radio-Canada. Donc, on peut dire que les deux sont reliés, puis que la politique, d'un certain moment, va refléter l'état culturel d'un certain moment, puis vice-versa. Voilà. Par contre, j'ai une observation. Parce que on dit souvent que l'état culturel de la société est très, très lié à la politique, mais il y a beaucoup de politique quand ça vient à notre génération, à notre... par exemple, si les politiciens font des législations ou des lois ou font des projets par rapport à la jeunesse, ils basent souvent les projets par rapport aux statistiques et pas aux cultures et pas au développement culturel des jeunes. Parce que si on dit, nous, si ils consultaient le développement culturel de, par exemple, la génération Z pour pouvoir créer des projets pour eux, s'ils faisaient ça, au niveau municipal, on peut dire oui, ça se fait. Provincial pourrait même pousser, peut-être dire ça se fait un peu. Mais comme il y a beaucoup de projets culturels qui se font ou de projets pour la jeunesse simplement qui se font, mais ne sont pas basés sur la culture de la jeunesse à ce moment-là. À ce moment-là. À ce moment-là. Elle vient des années plus tard, on est comme... Ah, ok, ça, les rêves ou nos références culturelles qu'on avait genre il y a 5 ans, c'est maintenant qu'on s'en parle, ou soit elles sont pas du tout ne reflètent pas du tout ce que la jeunesse est en train de parler. Donc, je vois ça très beaucoup, peut-être pas au niveau du gouvernement, mais plus de sociétés, disons des entreprises qui essayent de faire du marketing sur TikTok Gen Z, puis je suis comme pas trop sûr que ce soit la bonne avenue parce que il y a comme cet effet corporatif qui est rajouté à la marque, cet effet, disons, encore une fois, capitaliste, si on peut se permettre, de ramener la culture à un profit d'argent ou à, disons, une marque de commerce qui rend la chose, disons, moins prestigieuse. Puis je dirais aussi qu'on manque souvent de consultation tout court des jeunes en général, que ce soit au niveau des projets culturels, mais dans tout. Donc quand je vois certaines, disons, partis politiques et leurs ailes jeunesse se faire des sorties publiques contre des associations étudiantes, puis je me demande, est-ce que vous avez consulté des jeunes qui sont membres de ces assos-là? Je ne crois pas, non. Puis où on fait des lois ou des projets de loi sur les cellulaires, surtout plus au niveau secondaire. Puis je me demande la consultation, disons, plus générale des jeunes. Tu sais, pas consulter des jeunes pour dire, on a consulté tel enfant, c'est l'enfant du ministre, donc c'est correct, merci, ça compte comme check sur notre checklist. Je trouve qu'en général, on ne consulte pas la jeunesse, puis que même quand on essaie, on ne s'y prend pas de la bonne façon, on va se retrouver dans un sac très restreint des mêmes personnes qui vont proposer tout le temps les mêmes idées, qui ne reflètent pas la diversité du Québec en général. Voilà. Puis ça revient aussi à la participation citoyenne des jeunes, parce que s'ils basent leur projet par rapport aux statistiques, mais dans les statistiques, la représentation jeunesse n'est pas là, parce que la jeunesse, ils ne participent pas au sondage léger. J'en ai quelques très rares jeunes qui y participent, à ma connaissance. Justement, donc là, the lack of la jeunesse dans ces participations, dans ces consultations jeunesse-là, ça fait que quand ils sortent les statistiques, puis ils vont baser leur projet, leur réalisation par rapport aux statistiques, il n'y a juste pas de représentation jeunesse, on n'est juste pas là. Donc là, on voit un gouvernement qui commence à comprendre cela, je pense, parce qu'on a quelques institutions gouvernementales qui commencent à utiliser les réseaux sociaux, mais comme façon Gen Z. Un grand exemple que j'ai vu l'autre jour, c'est la SQ, la Sûreté du Québec, qui de temps en temps sort des vidéos informatives sur TikTok que je trouve géniales parce que ça informe les jeunes encore plus à propos des lois dans la province, surtout la SQ et leur arrestation jeunesse, c'est très haut. Donc, je trouve que c'est très positif pour notre génération que la génération s'informe et qu'ils avertissent, puis ils font des rappels, ils disent aux jeunes que l'alcool volant, la consommation, excusez-moi,
tout ça, c'est comme ils utilisent les moyens de la génération Z pour pouvoir communiquer avec la génération Z. Donc, je trouve que c'est le début d'un lien. Puis, je dis que ça se voit qu'ils commencent à comprendre un peu les effets culturels de la province par rapport aux jeunes. Mais il y a un long chemin qui doit se faire. Pour toucher sur ça, comme d'accord, il y a un long chemin à faire. Puis je dirais aussi le long chemin, c'est des deux parties à le faire. Ça revient un peu comme les jeunes sont un peu susceptibles, comme démographique, je dirais, à du misinformation aussi. Puis les organismes, puis je veux pas, I don't want to speak ill, mais je veux dire comme des partis politiques, ils ont leurs motifs, ils ont leurs objectifs, puis ils ont leur but. Puis on le voit countless times que les partis politiques, ils utilisent leur message, mais ils le modifient d'une manière pour atteindre une certaine démographique. Et oui, c'est le nom du jeu, c'est la manière que la politique fonctionne. Puis ça, c'est la raison, je veux dire, comme c'est aux deux parties, parce que c'est aux jeunes aussi d'être capables de aller dans ces informations-là, puis dire comme, attends, une minute, là, comme, peut-être je suis d'accord avec ça, mais ça fait pas de sens, parce que vous avez dit ça, comme, ça manque comme un certain pensée critique avec les jeunes, puis c'est quelque chose qui doit vraiment développer, mais il faut mettre quand même une emphase dans la communauté, puis dans notre culture aussi, puis c'est pas comme tout le monde qui est capable de faire ça, de discerner l'information qu'ils sont en train de voir en ligne. Puis ça, oui, c'est bien, comme la SQ sont capables d'informer les jeunes, mais il y a aussi il peut avoir un aspect négatif que leur message peuvent être manipulés, pour manipuler un peu, ils peuvent manipuler leur message pour atteindre un certain objectif qui c'est pas vraiment publié. Je ne vais pas parler de la SQ là, spécifique, mais je saute sur l'idée. I'm not trashing the SQ. On espère, mais je comprends ton point, puis justement, c'est ça qu'il faut un peu faire attention avec certaines corporations, que ce soit, disons, corporations économiques, des entreprises, ils veulent, à la fin de la journée, ils veulent faire du profit. Donc, tu sais, d'aller à l'encontre des jeunes, oui, mais à quel but, puis avec quelle, disons, vision que vous voulez l'avoir. Donc, de faire attention surtout, de ne pas souvent, surtout un message pour la jeunesse, de ne pas souvent tomber dans ces pièges-là de marketing Gen Z. La majorité du temps, on les trouve très cringe, si vous permettez l'expression, très Gen Z. Ou sinon, on va les trouver un peu malaisants, mais souvent, s'ils sont bonnes, c'est que justement, ils ont atteint leur but, c'est de nous vendre le produit pour lequel ils vendent, mais aussi peut-être un message plus pour, disons, des entités gouvernementales ou, disons, des entités moins économiquement engagés, si ça existe ce mot, d'aller à la rencontre des jeunes, d'aller leur voir sur les réseaux sociaux, dans les parcs, dans les lieux de loisirs dans lesquels ils sont. C'est pas en organisant des énièmes consultations publiques sur tel projet qui se déroule de 19h à 20h à l'hôtel de ville qui se situe à 1 heure de route de littéralement n'importe quelle école, que les jeunes vont se sentir interpellés par le sujet pour lequel ils vont être consultés. Donc, c'est en organisant, par exemple, des consultations publiques dans des parcs, dans les maisons des jeunes, dans lesquelles on se retrouve ici, la magnifique maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, dans des institutions, lieux de jeunesse, les YMCA, dans lesquels les jeunes sont, en ayant la rencontre des jeunes, c'est là où on peut en prendre plus sur leurs idées, comprendre ce qu'ils veulent, pas en faisant ces consultations qui, oui, sont très bonnes, sont très informelles, très, disons, importantes, mais qui ne vont pas nécessairement avoir le bon public cible. Ce n'est pas tous les jeunes qui, de 19h à 20h, peuvent aller se déplacer à 1 heure de route. Ça va être assez, disons, compliqué. Donc, d'aller à la rencontre des jeunes dans les endroits où eux, ils se retrouvent. Puis là, vous pourrez avoir des solutions, des choses concrètes créées par des jeunes. Voilà. Puis, comme je suis d'accord avec ton point. Puis aussi, comme il faut se rappeler un peu, to build, comme même les adultes s'en foutent un peu de la politique. On le voit tellement, les adultes qui sont mal informés. Parle avec vos parents quand ça vient le temps des élections. Comme, ça me tente de me checker dans un hôtel certaines soirées. Puis je suis comme, c'est impossible que vous êtes si mal informés. Puis pour moi, c'est comme, on peut pas s'attendre qu'aux jeunes veulent s'impliquer politiquement parce que la politique, c'est pas cool. Comme c'est un jeune de 10 ans, 15 ans, il s'en fout un peu. Lui, il veut aller chez lui jouer aux jeux vidéo ou parler à ses amis ou quoi que ce soit. Alors,
la politique, c'est pas vraiment comme appetizing pour les jeunes, puis c'est même pas appetizing pour les adultes. Alors ça vient aussi comme un peu comme notre obligation, étant des membres des conseils jeunesse à Montréal, comme de faire notre plus, puis de faire notre meilleur pour que le rendre plus appetizing, puis le rendre plus accessible, pour vraiment rapporter la voix des jeunes. C'est un peu notre responsabilité comme conseil jeunesse, puis c'est important aussi que comme les élus puis les partis politiques, ils sachent ça aussi que, ouais, comme vous avez dit, les pôles légers, là, il y aura un jeune sur 1000 va répondre. Puis c'est le un jeune qui est absolument obsessed avec la politique à 15 ans, puis one in a million. J'étais sûr, one in a million. Là. Puis, mais personne n'est comme ça. Comme la majorité sont pas comme ça. Alors c'est aussi le défi, je dirais, politique, de trouver un moyen de le rendre plus appetizing pour les jeunes, puis de le rendre plus intéressant, que à eux de comprendre que, oui, c'est la politique, c'est des élus, c'est des élections, maman, papa, ils parlent des affaires comme ça au souper, mais c'est vraiment aussi que de leur peut-être faire comprendre, puis on peut dire les milieux scolaires pour faire ça aussi, ou le milieu culturel aussi, on retourne à ça, c'est de les motiver pour trouver une importance, mais pas que ça soit trop dit de manière trop sérieuse, that they check out. You have to make it fun a bit. Puis, To build on what you're saying, pour comme qu'on sort sur ça, aussi, moi, je trouve que ça c'est en lien avec la désinformation, parce que quand t'es jeune, puis t'entends tes parents parler de politique, très souvent, si quelque chose t'atteint ou t'intéresses par rapport à leur conversation et t'essaies de peut-être demander des explications ou clarifier l'idée de qu'est-ce qu'ils parlent, ils vont souvent dire « Ah, ça, c'est aux adultes. C'est pas des choses d'enfants. » Mais oui, c'est l'est. Parce que faut aussi commencer au jeune âge, faut que la vie politique soit dans la vie du jeune à un jeune âge, parce que ça va nous suivre. Nous, maintenant, on peut pas dire, parce que faut comprendre que c'est comment l'éducation se fait aussi. Tout est avec l'environnement social et l'éducation spécifiquement. Donc, si on si on rentre un peu la vie politique dans la vie d'un jeune, je veux pas te dire comme tu cries des faits politiques à ton enfant au souper, là. Je veux dire que si par exemple c'est le moment des élections, ou soit il y a une nouvelle législation qui vient passer, ou soit un parent est simplement motivé à avoir une nouvelle ressource ou à s'informer à propos d'un service, tu peux l'expliquer à ton enfant. Tu peux dire que par exemple, je suis enfant de parents immigrants. Mes parents d'un jeune âge m'ont toujours expliqué pourquoi, comme mon père a un attachement personnel à payer ses taxes. Comme c'est très, très, très important pour lui, ses taxes, ses impôts, c'est très important parce que lui, il sait ça va où, parce que lui, il sait que ses taxes, ses impôts l'ont aidé à venir d'un pays quand lui, il avait besoin de l'aide humanitaire, puis il avait besoin de, comme, he was seeking asylum. Comme il a, donc, quand d'un jeune âge, mes parents m'ont fait comprendre ça, j'avais déjà une idée un peu de, ok, politique, c'est pas seulement, tu regardes la télé, tu vois un débat, tu vois des monsieur, madame qui se crient après, qui se crient après ou qui débat des sujets que moi, je pourrais pas comprendre. C'est dans ta vie de tous les jours. Toi, en tant que jeune, la raison pourquoi toi, t'as pu être né au Canada, moi, en tant qu'enfant immigrant, la raison pourquoi j'ai pu être né au Canada, c'est à cause que la vie politique a participé dans la vie de mes parents. Ça a aidé mes parents à venir ici. Donc là, moi, je suis née ici. Aussi, il faut comprendre que les jeunes, quand ils n'ont pas certaines ressources ou ils n'ont pas des ressources dans leur arrondissement, il faut savoir que nous, on n'a pas une piscine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Moi, ce serait cool si le poteau de soccer change ou ça s'est brisé au parc. Par exemple, à tes parents, les parents, vous devriez l'informer de il y a un numéro de téléphone que tu peux texter, tu peux appeler. Il y a le site web que tu peux faire une plainte. Même en tant que jeune qui habite dans l'arrondissement, il y a un site web où tu peux faire une plainte, où tu peux donner l'adresse du parc et dire qu'est-ce qu'il y a, qu'il faudrait changer et donner ton opinion très, très jeune. Exactement. Puis c'est un excellent exemple, le parc, parce que ça permet aussi de faire comme, disons, de l'explication, ou disons,
des cours de politique 101, de savoir qu'on a 3 paliers de gouvernance au Canada, palier municipal, provincial et fédéral, puis de donner des petits exemples, de dire, OK, ben le parc, la majorité, c'est des compétences municipales. Les déchets, compétences municipales. L'éducation, l'éducation, la santé, compétences provinciales. La défense, compétences fédérales. Donc, de tout le temps trouver des petits exemples de choses qu'on côtoie dans la vie de tous les jours, puis de dire, OK, ça, c'est pas le problème de M. Legault, c'est le problème de Mme Plante. Ça, c'est pas le problème de Mme Plante, ça, c'est le problème de M. Carney. Donc, de donner des exemples de petites indications de choses très concrètes, très simples qu'on a dans la vie de tous les jours, puis d'indiquer à quel palier ça appartient, mais ça permet à la personne de savoir, ben, j'ai pas aimé telle chose dans ma vie de tous les jours, ben, je sais que je vais aller parler à telle personne, à tel palier de gouvernance pour en discuter, pour trouver des solutions. Ou je sais, j'ai aimé beaucoup cette position-là, donc je vais aller m'impliquer dans tel palier de gouvernance. Donc, de donner des exemples très simples. On ne vous demande pas d'expliquer l'histoire politique du Québec depuis les années 80, les 2 référendums et tout ce qui vient avec, mais juste de donner des exemples très concrets, très simples de choses qu'on voit dans la vie de tous les jours, puis d'indiquer c'est qui la personne. C'est souvent plus des problématiques qu'on va rencontrer, mais au moins ça permet à l'enfant, aux jeunes de savoir où aller chialer la prochaine fois. Puis c'est bon aussi pour les parents parce que certains parents ne sont pas au courant de ces affaires-là. Ouais, alors, ils apprennent avec leurs enfants aussi, c'est très important. Plus par rapport à ça aussi, il faut savoir que tu peux t'engager politiquement en utilisant une chanson, une œuvre, une story, quelque chose. Donc, par rapport à, si par exemple, un jeune entend une chanson à la radio, moi, il y a beaucoup de chansons québécoises que j'ai entendues à la radio, Carrie Molette, par exemple, que ces chansons, ça portait à propos de beaucoup de sujets que j'ai entendus très souvent à la radio pendant ma jeunesse. Puis, il y a beaucoup de sujets, des fois, de temps en temps, il parlait de petits événements politiques, où il faisait des petites mentions d'événements de vie personnelle qui pourraient toucher la vie d'un jeune. Ou juste parce que, déjà, dans la musique, la connexion des mots ou des émotions que l'auteur vit peut connecter à la personne qui écoute très facilement. Donc, juste avec la musique qu'on entend ou l'art qu'on voit dans notre environnement, ici à Montréal, on a tellement de murales à travers la ville, de personnages très, très, très importants. Quand ton enfant te demande « Oh, c'est qui ce monsieur-là sur le mur? » Tu peux lui donner un peu de contexte. Tu peux donner un peu de contexte de « Oui, ça, c'est un ancien député, un ancien élu, un ancien premier ministre au niveau provincial. » Un ancien musicien avec Leonard Cohen aussi. Justement. Donc, tu peux donner un peu de contexte. Puis aussi, le parent, lui, si par exemple, lui-même, il ne sait pas c'est qui est sur le mur, il y a une petite affichette sur le côté. Justement. Alors, c'est l'information. Exactement. Donc, c'est une façon, parce que ça, c'est s'engager. C'est pas nécessairement le fait que tu es en train de participer ou faire du bénévolat à un parti politique lors de l'élection. Ça, c'est s'engager politiquement. Savoir qui est sur le mur de la murale dans ton quartier, c'est s'engager. Savoir que la chanson qui joue, par exemple, les Cowboys Fringants, qui joue à la radio, qui est un groupe de musique très important ici au Québec, qui a marqué l'histoire québécoise à travers plusieurs années. Savoir c'est qui, c'est un moment de culture, puis c'est un moment politique aussi, parce que, excuse-moi, mais si t'es québécois, tu sais c'est qui les Cowboys Fringants. Leur musique est très politique. Exactement, leur musique est très, très politique. Donc, ça, déjà, c'est l'engagement politique. T'es pas obligé de sortir chez toi chaque jour pour aller marcher avec une pancarte. Vas-y, mon parti. C'est l'engagement, l'engagement politique chez les jeunes, chez les adultes, très facile, très simplifié. Mais, voilà. On est good sur le temps. Est-ce que vous voulez faire une conclusion? Ouais. Ah, yeah, ça c'est... Ouais. OK. Il y a une partie 2. Oui. Si vous voulez que j'embarque avec moi, on Parce va qu'on la faire plus court. la première partie, on parle, après il y a l'invité, l'expert. Oh, chou! C'est quoi tantôt, Darlene, je faisais comme... Fait que là, faites juste une conclusion, parce que là, vous avez fait déjà 50 minutes. Là. Oh, shit.
Ah ouais, fast! On va sortir 3 podcasts avec tout ça. Je veux dire qu'on fait un 20 minutes avec moi, plus short and sweet si vous voulez. Fait que là, prenez le Oh, temps. fuck. là. Ouais. Juste faire une belle conclusion. Là, prenez Ok. le temps. Ok, ok, let's see. 3-4 secondes pour laisser un blanc. Ouais. Faites une conclusion comme vous voulez sur ce Yeah, sujet. this is... Conclu, on pourrait dire que Ouais, non, Ben, this one. Les deux derniers, là. ben, on n'est pas obligé de poser une question spécifiquement à propos de la qu'aimerais-tu conclue. dire à un jeune, whatever, un mot qui représente... Belle conclusion pour le podcast. Ouais, on a ici, je vais dire là... Un mot qui représente pour toi la culture. Non, moi je dirais plus... Dans ce- moi j'aurais aussi. parlé de ce que je dirais aux jeunes. Le temps passe vite, non, c'est intéressant. Ça, on fait... Qu'aimerais tu dire à un jeune qui pense. Est-ce qu'il faut que je fasse comme un clap pour que tu sais où on recommence? Non. Conclusion. Juste, ouais, compter jusqu'à 5. Ouais. Silence, puis après, vous pouvez faire une conclusion. 5, 4. Non, mais dans votre tête. Yeah. Ah, d'accord. Ok. Alors, juste pour faire une petite conclusion de notre discussion fantastique, moi, personnellement, ce que j'aimerais dire aux jeunes par rapport à la politique, c'est vraiment s'impliquer. No matter quelle forme d'implication politique que tu fais, soit c'est de te présenter un mardi soir, comme j'ai fait devant ton conseil d'arrondissement, puis de dire, vous ne faites pas assez pour les jeunes dans votre communauté, et qu'il faut créer un conseil jeunesse puis pour nous bien représenter politiquement. Ça, c'était ma manière de m'engager politiquement. Ou c'est de faire du bénévolat pour aller faire du porte-à-porte à ma communauté pour vraiment parler avec le monde dans la communauté pour savoir c'est quoi les enjeux qui vous fâchent, c'est quoi vos craintes, c'est quoi vos enjeux, c'est quoi vos craintes par rapport à vos enfants, qu'est-ce qui vous touche à cœur par rapport aux affaires politiques. C'est vraiment une manière de engager avec votre communauté. Pour moi, ça, c'est très important, puis fais-le si tu as la possibilité de le faire. On a vu, si vous connaissez, c'est important de connaître votre histoire, mais il y avait des temps où certains démographiques n'avaient pas le droit de faire ça, ou certains peuples n'avaient pas le droit de faire ça, ou certains peuples étaient stigmatisés pour faire ça. Moi, les Italiens étaient stigmatisés quand ils sont venus au Canada il y a 100 ans. Puis il reste toujours des petits stigmas qui affectent notre communauté. Alors, c'est vraiment important de vraiment participer politiquement puis de faire entendre votre voix. Parce que la voix de tout le monde est importante. Puis on est chanceux de où on vit avec notre belle charte de loi liberté. On a le droit de s'exprimer puis de dire ce qu'on veut. Puis de ce qui nous fâche. Puis on peut s'exprimer ce qui fâche parce qu'on n'a pas de conséquences pour exprimer puis donner notre opinion. Puis c'est en donnant nos opinions qu'on peut vraiment apporter du changement nécessaire puis de vraiment pousser la vie, puis pousser la société dans une meilleure place pour nous, les jeunes. When we inherit the earth, ça va être une meilleure place au moins. Puis quand on partira, au moins on pourrait dire, on a fait notre mieux pour make everything right, at least. Moi, je dirais, qu'est-ce que je donnerais à un jeune comme conseil par rapport à s'engager à la vie politique? Je dis, pousser son intellectualité, pousser la véracité et l'objectivité du média ou de l'information que tu consommes sur les réseaux, parce que c'est en poussant son intellectualité, en lisant les livres, en consultant l'art, en s'informant, mais en s'informant de médias qui sont objectifs et vrais, c'est de cette manière-là que tu vas savoir qu'est-ce qui s'offre à toi, tu vas savoir c'est quoi la réalité, puis tu vas savoir si toi, tu veux réellement t'engager. Parce que aussi, il faut savoir que si tu décides pas de t'engager, ou garder ton silence, ça peut être aussi une forme d'engagement politique. Ça peut être aussi une façon de parler, de exprimer ta vérité si tu es trop gêné pour partager ta voix. C'est une façon de t'engager politiquement. Donc, moi, je dis intellectualité, pousser la lecture, pousser la véracité et l'objectivité des médias qu'on consomme. Et aïe, pas peur. Exactement. Puis pour rajouter un peu sur vos deux points, c'est que aussi notre engagement politique, il n'est pas obligé d'être partisan
Donc, on peut très bien s'être engagé politiquement sans avoir d'appartenance à un parti politique, en participant par exemple aux disons, diverses activités de Concertation Montréal, de Polyjeunes. Ceci conclut le moment commanditaire du podcast. Mais tu sais aussi de voir qu'il y a des organisations, des organismes qui veulent justement intéresser les jeunes à la politique, qui vont essayer de, disons, faire le travail pour vous, dans un sens qu'ils vont ramener des gens de chaque parti politique, vont les s'asseoir pour une discussion, pour une telle activité, puis vous pouvez faire votre choix ou pas d'aller vous engager à un tel parti politique, ou sinon même de vous engager parce que vous pensez que tel enjeu est tellement important pour vous qu'il n'est pas obligé d'appartenir à un certain parti politique. Il vaut mieux que tous les partis politiques s'associent ou se font de la multipartisanerie, si on peut dire, pour faire avancer cet enjeu. Donc, engagez-vous aussi peu, aussi grand que vous le voulez, que ce soit dans des petites choses que vous considérez petites, mais qui vont peut-être se développer en très grandes aventures politiques. Donc, de se présenter à un conseil d'arrondissement, d'aller rencontrer son ou sa députée, son élu de quartier. C'est des choses très simples, mais qui peuvent vous amener à avoir des réflexions beaucoup plus grandes que si vous restez à la maison puis que vous chialez que telle personne a été élue. Voilà. Merci d'avoir écouté ce balado, une réalisation de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville en collaboration avec Concertation Montréal.